Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai avec beaucoup de plaisir accepté de présenter notre conférencière de ce soir, qui est Mireille Delmas-Marty. Comment présenter un orateur qui est en même temps une collègue, et une collègue qui est en même temps une amie? Je voudrais que mon admiration pour l'œuvre et le parcours de Mireille Delmas-Marty ne gomme pas l'amitié que je lui porte et qui nous lie, et que le statut de collègue ne cache pas celui d'ami. Car le statut de Mireille Delmas-Marty a de quoi impressionner. Surtout lorsque je réalise que nous sommes exactement de la même génération, que nous avons le même cursus, que nous sommes devenus docteurs la même année, et qu'à quelques mois près, nous avons eu l'agrégation au même moment. Mais nous avons aussi participé à des séminaires communs, notamment un séminaire que tu animais au château de Goutelat sur la théorie du droit. Et puis, tu m'avais même fait intervenir dans la commission Braunschweig, qui, il y a quelques longues années, avait auditionné quelques personnes pour savoir s'il fallait ou non filmer les procès. Et c'était à l'époque d'un procès, évidemment, célèbre, donc, pour lequel on inaugurait cette innovation. Mais, passé ces points communs, il faut dire que la fusée Delmas-Marty a décollé et a atteint des sommets d'excellence et de reconnaissance nationale et internationale. Pensez un peu. Une carrière apparemment essentiellement parisienne, Paris 11 et Paris 1, mais qui a été largement internationale et qui s'est poursuivie par une chaire au Collège de France. François Ier, créateur des chaires du Collège de France, avait-il prévu qu'une femme, un jour, l'occuperait? Une chaire consacrée, au fond, au droit, des études juridiques comparatives et à l'internationalisation du droit, ce qui est un sport peu pratiqué dans nos facultés. Après ses ouvrages sur la politique pénale, qui a d'ailleurs un peu secoué le monde universitaire, et notamment sur les politiques pénales, qui étaient très innovantes à ce moment-là, ont suivi beaucoup d'ouvrages, traduits d'ailleurs en plusieurs langues. Je pense notamment à Liberté et sûreté dans un monde dangereux, 4 volumes, en même temps que quelques autres ouvrages, comme celui dont le titre reste « Les forces imaginantes du droit », et puis « Résister, responsabiliser et anticiper ». Carrière internationale du fait du renom que ses travaux lui ont valu, et plus largement, renom en tant que penseur du droit hors des chemins habituels, dans un monde incertain où elle a fait prospérer la notion de flou du droit, qui n'est pas une notion floue du tout, mais qui est empruntée au langage mathématique. Toute la reconnaissance de l'université, et au-delà, je dirais, des intellectuels et des institutions du savoir, se résume dans son élection à l'Académie des sciences morales et politiques, où elle siège dans le bel habit vert, l'épée au côté, avec toute une série de décorations, dont je crois le grand officier de la Légion d'honneur. Le présentateur, évidemment, est écrasé par cette puissance de pensée, d'inventivité et d'expertise de la part d'une femme à l'allure apparemment fragile, mais au regard bienveillant et au sourire toujours accueillant. Merci, chère Mireille, de ta venue, de ton savoir et de l'ouverture d'esprit que tu vas susciter parmi nous. Alors maintenant, comment présenter la conférence de ce soir? Certainement pas en résumant le propos, parce qu'elle fera bien mieux que moi l'exposé qu'elle a préparé. Ce serait difficile de ma part et surtout très indélicat, parce que vous n'êtes pas venu m'écouter à moi, pour vous parler d'un ouvrage de l'auteur qui est à côté de moi. Peut-être que le seul moyen consiste en réalité à saisir l'enjeu à la fois théorique et pratique, on pourrait dire même politique, de la pensée de notre invité. Pour le dire d'un mot, Mireille Delmas-Marty nous invite à penser autrement, ce en quoi elle s'inscrit totalement dans le thème de cette année, en effet, à passer les frontières, ce qui suppose un effort
pour s'arracher à la facilité de rester dans nos frontières, dans nos habitudes, un effort pour trouver d'autres territoires. De quoi s'agit-il ici? Je ne sais pas si elle sera d'accord, mais il m'a semblé que, en lisant ce dernier ouvrage, pendant, au fond, des siècles, si on en croit Lévi-Strauss, les humains ont pensé en termes de haut et de bas, de blanc et de noir, de sucré et d'amer, bref, en termes d'opposition irréductible. Cette pensée descriptive et positive constituait finalement une manière d'aborder le monde et de l'ordonner, c'est-à-dire de le soumettre à un ordre. Tout se jouait finalement dans des oppositions. On est blanc ou noir, on est européen ou on est américain, on est national ou on est étranger. Cette vision presque religieuse d'un monde découpé en oppositions a éclaté au XIXe siècle avec des penseurs, et notamment je pense avec Marx, qui substituent à l'opposition l'idée de contradiction. Et c'est tout à fait différent. La contradiction est un processus où les différences deviennent porteuses parce que de moteurs, parce que la contradiction n'est pas une simple opposition. Comme l'ont bien montré ces auteurs, la contradiction est vivante. Le capital est inerte sans le travail qui le développe. Le travail n'est rien s'il n'apporte la liberté. Bref, à l'opposition traditionnelle s'est substituée la contradiction vivante. Pourtant, un siècle plus tard, même un siècle et demi plus tard, notre monde semble aujourd'hui empêtré plus dans des oppositions que dans des contradictions, comme si on revenait en arrière, le Nord et le Sud, les libéraux et les socialistes, les grands et les petits États, la maîtrise de la nature ou l'abstention. Eh bien, Mireille Delmas-Marty va nous révéler qu'une dynamique est encore possible. Une dynamique possible si ces contradictions sont prises comme des éléments de la solution d'une autre manière de nos problèmes. Parce qu'en effet, il y a le Nord et le Sud, la coopération et la compétition, la liberté et la sécurité. Il faut donc conjuguer ces dimensions, les manier avec intelligence pour créer un autre monde, le monde dans lequel nous entrons, qui est à la fois global et local, mondialisé et terriblement localisé. Et si le droit pouvait nous aider à penser de cette manière-là? Et si le droit pouvait être utilisé comme une sorte de navigateur avec des vents contraires qui permettent d'avancer? Mireille Delmas-Marty nous offre ce soir une petite entreprise de navigation sur l'océan du monde. Attachez vos bouées, parce que ça va tanguer. Mais le capitaine tient le gouvernail et il a bien pensé sa carte des vents. Merci et bonne navigation à tous. En fait, je crois que c'est toi, Michel, qui m'a donné aussi l'audace de sortir un peu des frontières, parce qu'il y avait ton introduction au droit qui était quelque chose d'extraordinaire dans notre génération. Et on se disait, on n'est pas obligé de faire uniquement des manuels, on n'est pas obligé de rester purement dans la technique. La technique, c'est bien, c'est un outil, mais il faut faire autre chose avec le droit. Et finalement, si je me proposais aujourd'hui de traiter aux quatre vents du monde, ce qui est le titre de mon dernier livre, c'est un peu grâce à toi qui a montré qu'on pouvait être audacieux dans ce domaine où on apprenait surtout à être discipliné. Alors, aux quatre vents du monde, c'est un titre qui peut surprendre parce que le langage juridique, je ne crois pas qu'on trouve beaucoup de manuels qui parlent du vent dans le langage juridique. Le langage juridique est essentiellement statique, donc on parle des racines, on parle surtout des piliers, des socles, des fondements, des fondations, des droits fondamentaux, des pyramides, la fameuse pyramide des normes, au mieux les sources qui introduisent un peu de fluidité, mais immédiatement on ajoute fondamental. Donc on restabilise. Seulement le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, à la vitesse de transformation, la vitesse et le nombre des transformations sont devenus tels qu'il est presque impossible de rendre compte des situations juridiques, des systèmes de droit
avec un langage simple et statique. Ça va ensemble d'une certaine manière, parce qu'à partir du moment où les pratiques se complexifient, elles sont plus évolutives, elles sont plus instables. Alors c'est vrai que ce n'est pas un phénomène tout à fait nouveau, mais pour la période contemporaine, moi j'avais commencé à être gênée par le langage juridique et par les métaphores comme la fameuse pyramide des normes, quand j'ai commencé à travailler sur l'idée qu'à l'heure de la mondialisation, il faut essayer de réfléchir vers quel type de droit commun nous pourrions aller. Et là, c'était en 1994. J'ai publié un petit essai qui s'appelait « Pour un droit commun ». Et j'avais, en conclusion, terminé par la métaphore des nuages. J'avais appelé « Au pays des nuages ordonnés ». Mais je dirais que depuis 1994, les choses ont encore beaucoup bougé. Il y a eu le plein accomplissement de la mondialisation. 1994, quand j'ai publié Pour un droit commun, c'était juste l'année de la création de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui est un des éléments forts de la mondialisation. On ne connaissait pas encore les conséquences. On ne connaissait pas non plus à l'époque les conséquences de ce qu'on est convenu d'appeler la révolution numérique, c'est-à-dire ce que les nouvelles technologies de communication et d'information transforment, et on n'a pas encore tout mesuré, mais on commence à se rendre compte que c'est un bouleversement de beaucoup de contextes juridiques, ce qui fait que les systèmes de droit, il était clair qu'il fallait les décrire autrement que par la pyramide des normes. Alors on a proposé les réseaux. François Host et Michel van de Kerkhove ont fait un très beau livre de la pyramide aux réseaux. Les réseaux, ça rend déjà compte davantage de la complexité. On n'est plus dans le binaire, on n'est plus dans des relations statiques et hiérarchiques, ou hiérarchiques, donc statiques. Il y a déjà des interactions, il y a des rétroactions, mais la métaphore des réseaux ne rend pas compte de l'instabilité. Alors l'instabilité, pour moi, c'était les nuages, mais à l'époque des nuages, je n'avais pas pensé à quelque chose que nous observons maintenant, mais depuis peu de temps finalement, c'est que cette instabilité, elle peut devenir réversible. Des constructions qu'on croyait lentes, évolutives, mais linéaires d'une certaine manière, allant dans une direction, comme la construction de l'Europe par exemple, ou la construction d'un État de droit. On n'imaginait pas, dans les années 80-90, que c'était réversible. Or maintenant, ce que nous vivons actuellement, c'est que l'Europe est réversible, qu'on peut quitter l'Europe. Alors, vous savez, c'est extraordinaire. Récemment, il y a eu un entretien publié, je crois que c'était par Libération, de l'Écossais Lord John Kerr, qui avait rédigé le fameux article 50 qu'a utilisé la Grande-Bretagne pour quitter l'Europe, le Brexit. Alors il racontait que cet article 50, personne n'y avait pensé, et puis que dans le cadre d'une des réunions du groupe de rédaction, c'était l'équipe dirigée par Giscard d'Estaing qui rédigeait le projet constitutionnel européen, mais ça s'est retrouvé ensuite dans le traité de Lisbonne. Alors ce monsieur raconte qu'un soir, dans une réunion, on a dit que ce serait bien quand même de prévoir, sur un plan purement théorique, une sortie possible. Et sur le coin de sa table de cuisine, dans le petit appartement qu'il louait à Bruxelles à l'époque, il a rédigé cet article 50, en disant, mais le lendemain, il a été pratiquement entériné tel quel, on en a très peu discuté, on a discuté au contraire sur ce qu'il souhaitait voir entrer en place, c'est-à-dire une sorte de discours de politique générale qui serait présenté par la Commission tous les 2 ans. Mais le texte de l'article 50, il avait, en le rédigeant, absolument pas l'impression qu'il ne serait jamais utilisé. Donc ça en dit long sur cette réversibilité nouvelle. Alors je dirais un peu la même chose pour l'état de droit. L'état de droit, ça nous paraissait, quand je travaillais sur la politique pénale, une sorte de processus évolutif, mais évolutif dans un sens qui est d'ailleurs inscrit dans le préambule de la Convention européenne des droits de l'homme, qui est la promotion et le développement des droits de l'homme. Le sens est donné, la direction est donnée dans le préambule, et on n'imaginait pas que le mouvement pourrait s'inverser. Et qu'on connaîtrait en Occident, ce qu'on connaît pratiquement depuis les attentats du 11 septembre 2001, avec l'état de guerre au
États-Unis, l'état de guerre qui a permis toute une série de dérogations aux droits de l'homme, y compris la légitimation de la torture, ce qui est quand même quelque chose d'important venant d'un pays qui est considéré comme une grande démocratie. Et puis voilà qu'en France, nous avons cet état d'urgence qui paraît interminable, parce qu'il vient d'être prorogé encore, ou en tout cas l'Assemblée nationale vient de voter hier, je crois, la prorogation jusqu'en mai prochain. C'est la 5e prorogation depuis la proclamation. Alors quand on se souvient du texte, c'est un texte qui avait été voté au moment de la guerre d'Algérie, 1955, lorsque le péril est imminent. Mais est-ce qu'on peut dire que le péril reste imminent d'un acte terroriste à l'heure actuelle en France et qu'il va rester imminent, on le sait à l'avance, il va rester imminent jusqu'à mai 2017, c'est quelque chose qui était inimaginable, cette réversibilité, donc un mouvement qu'on pouvait concevoir, mais lorsque je pensais aux nuages et aux formes des nuages, je n'imaginais pas qu'on arriverait à cette réversibilité. Alors je dirais qu'à l'heure actuelle, on se sent effectivement dans une sorte de tourbillon de vent contraire. On a, en matière de terrorisme, pour prendre ce premier exemple, on a liberté et sécurité. Je viendrai tout à l'heure au dessin. Mais la notion même de vent contraire, c'est quelque chose qui était impensable il y a un peu plus longtemps. Alors ce qui est inquiétant, et c'est ce qui m'a amené à vous proposer ensuite cette conférence, c'est qu'on a l'impression que le temps des promesses est devenu le temps des peurs. Parce qu'au fond, pratiquement depuis l'après-guerre, il y a une sorte d'accélération entre les promesses et les déceptions qui suivent. On a vécu, certains d'entre nous ont presque vécu, il y a 70 ans, la sortie de la Seconde Guerre mondiale avec les promesses. L'article 1 de la Charte de l'ONU, c'est maintenir la paix et la sécurité internationale. Le préambule de la Déclaration universelle, c'est libérer les hommes de la terreur et de la misère. Et à l'heure actuelle, qu'avons-nous, que constatons-nous avec le terrorisme sans frontières? C'est à la fois la terreur, à tel point qu'on maintient l'état d'urgence, et c'est en même temps la paix qui se transforme en une sorte de guerre civile permanente et mondiale. Alors un peu plus tard, dans les années 90, après la chute du mur de Berlin, la fin des guerres froides, on a connu les promesses d'une mondialisation heureuse qui bénéficierait à toute l'humanité. On ouvrait les frontières et cette ouverture des frontières permettait la création de l'Organisation mondiale du commerce, avec la possibilité qui s'est réalisée d'ailleurs de l'entrée de la Chine dans cette organisation. Moi, j'avais à l'époque beaucoup de relations, j'en ai toujours d'ailleurs, avec la Chine, et nous avions créé un programme de formation à Paris 1 pour des juristes chinois qui étaient déjà anglophones et conformés à la langue française, et ensuite on leur enseignait non pas le droit français, mais le droit en Europe. Ils allaient à Strasbourg, ils allaient à Luxembourg, et on avait beaucoup de contacts avec eux. Et je me souviens à quel point ils attendaient cette entrée de la Chine à l'OMC avec impatience. Ils attendaient la signature des pactes de l'ONU et la ratification qui a eu lieu de l'un des deux pactes sur les droits économiques, culturels et sociaux. Il n'y a pas eu la ratification de l'autre, mais il y a eu signature puis ratification. Donc c'était un moment où tout semblait possible. C'est aussi le moment où on a créé d'ailleurs la justice pénale internationale, d'abord les tribunaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, puis la Cour pénale internationale, quelque chose d'extraordinaire, puisque d'après le statut, la Cour peut poursuivre et condamner un chef d'État, même en exercice. Alors bien sûr, il faut que toute une série de conditions qui font que les chefs d'État coupables de crimes contre l'humanité ne sont pas tous poursuivis et ne sont pas près de l'être. Mais l'idée même que ce soit possible, c'était une promesse en soi. Le résultat de ces promesses, et notamment de la création de l'OMC, de l'ouverture des frontières aux finances, aux investissements et aux capitaux, ça a été les crises financières qu'on a connues depuis un certain nombre d'années maintenant, et puis l'accroissement des inégalités, la précarité, l'exclusion sociale, et finalement les crises sociales. Alors après, il y a encore eu les promesses du millénaire. À l'occasion de l'an 2000, le secrétariat général des Nations Unies avait
fait une grande déclaration énumérant 6 valeurs qui devaient guider les relations internationales au XXIe siècle. C'est intéressant de relire ce texte. Les valeurs, c'était quoi? C'était la liberté, l'égalité, la solidarité, la tolérance, le respect de la nature et le partage des responsabilités. Vous voyez, c'était un très beau programme. Le seul problème, c'est que la réponse, sur le respect de la nature, c'est le dérèglement climatique. Sur le principe de solidarité, c'est le désastre humanitaire des migrations à l'heure actuelle. Et cette volonté de refermer les frontières, non seulement de fermer les frontières, mais de bâtir des murs, des barrières. Donc, on a un peu l'impression que c'est ce jeu des promesses non tenues, des promesses qui sont devenues des peurs, qui nous précipitent un peu dans une impasse, parce que ces déceptions successives nourrissent une sorte de désenchantement. On nous dit que la société est à bout de souffle. Alors le paradoxe, c'est que les vents, eux, soufflent de plus en plus fort, et la société est à bout de souffle parce qu'elle est prise dans les vents contraires. On reviendra tout à l'heure. Tout se passe en somme comme si les sociétés étaient entrées, et là je vais prendre l'image maritime, entrées dans une sorte de poteau noir. Vous savez ce que c'est le poteau noir? C'est un lieu au milieu des océans où il y a un véritable heurt entre les vents du nord et du sud, les alizés du nord et les alizés du sud. Alors le heurt est tellement violent que ça peut provoquer 2 choses. Et c'est ça qui m'intéresse dans l'image du poteau noir, c'est que je trouve que c'est une bonne expression pour parler de la société, des sociétés actuelles. Soit les vents se neutralisent et c'est le calme plat, le navire, au temps de la navigation à voile, est encalminé. Et quand on fait du bateau à voile, on sait ce que ça veut dire, être encalminé, quand on n'a pas de moteur ou que le moteur est en panne. Ça peut durer longtemps. Dans le poteau noir, ça peut durer des semaines. C'est la paralysie. Ou alors, quand les vents se heurtent et se combattent violemment, ça peut être le naufrage. Et on a un peu l'impression qu'on est dans une situation de ce genre, au mieux la paralysie, au pire le naufrage. Alors, je ne crois pas que la sortie du poteau noir sera une chose facile, mais on peut toujours continuer à rêver. C'est peut-être là aussi le propre de l'humain que de vouloir sortir des poteaux noirs quand il en existe. Et c'est en tout cas l'exercice que je vais essayer de faire avec vous, en disant, finalement, pour sortir du poteau noir, on a besoin de plusieurs choses. On a besoin d'instruments pour s'orienter parmi les vents contraires, et c'est un peu ce que vous avez là en figure, de nouveaux instruments, une rose des vents, et je vous expliquerai pourquoi la rose n'a pas suffi, il a fallu une ronde des vents. Mais évidemment, quand on a des instruments, il faut des acteurs qui s'en servent. Donc il faut savoir quels sont les nouveaux acteurs qui vont piloter la mondialisation. Et puis finalement, s'il y a des pilotes, il faut qu'il y ait des responsables. Et c'est d'ailleurs ce que disait déjà le dernier principe du millénaire, partage des responsabilités. Comment responsabiliser les acteurs qui sont à l'origine? Ils ne sont pas toujours responsables, justement. Ils sont responsables dans le sens qu'ils prennent part aux décisions, mais ils ne sont pas responsables dans le sens qu'ils ne répondent pas ensuite devant un juge ou une autorité impartiale. Donc, de nouveaux instruments pour s'orienter, de nouveaux acteurs pour piloter et de nouvelles méthodes pour responsabiliser les acteurs. Voilà le programme que je vous propose pour essayer de sortir du poteau noir. Alors, les nouveaux instruments, si on veut s'orienter parmi les vents contraires, il faut d'abord repérer les directions. Et c'est pourquoi j'ai proposé une rose des vents. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi ce n'est pas vraiment une boussole, mais c'est une rose des vents qui permet de situer au fond les vents dominants. Alors, c'est un peu arbitraire. Je dirais, d'une certaine manière, chacun peut avoir sa vision des vents dominants. Je vous en propose une que j'espère plus ou moins objective. Enfin, elle est inscrite ici et maintenant. Donc, vous avez
la liberté, et alors là on retrouve les axes contradictoires. Vous avez la liberté opposée à la sécurité, ou contradictoire, c'est pas la même chose comme nous a très bien rappelé Michel, en contradiction avec la sécurité. Si c'est opposé, on ne peut rien faire, il faut choisir, c'est l'un ou l'autre. Si la liberté entre en contradiction avec la sécurité, alors on peut peut-être faire quelque chose, on peut peut-être non pas opposer, mais composer quelque chose de nouveau avec les deux éléments. Donc on a la liberté, on a la sécurité de l'autre côté, on a la coopération et on a la compétition. Et au fond, l'exemple du terrorisme, il illustre très bien l'axe sécurité-liberté, tandis que l'exemple du dérèglement climatique illustre, me semble-t-il, assez bien aussi l'axe compétition-coopération. Parce qu'une des difficultés de lutter contre le changement climatique, c'est que les États se trouvent dans une sorte de schizophrénie. D'un côté, ils font des déclarations en faveur de la protection du climat, et de l'autre, ils admettent une sorte de compétition forcenée qui aboutit exactement au résultat contraire. Donc là, on voit bien ce que donne cet axe-là quand il crée des oppositions et pas des contradictions. Et puis, les 4 vents principaux étant ces 4 que je viens d'énumérer, j'ai pensé là, comme sur une boussole, qu'il y avait des vents intercalaires. Il y a le nord-est, le sud-ouest, etc. Donc, j'ai proposé, vous les avez là, l'innovation opposée à la conservation et l'exclusion opposée à l'intégration. Mais alors, comment gouverner parmi ces vents contraires? Est-ce qu'il faut vraiment choisir? Pour sortir du poteau noir, est-ce qu'il faut vraiment choisir? Et c'est là que l'image de la boussole est trop courte, parce qu'on ne doit pas choisir aller vers la liberté ou vers la sécurité. Il faut arriver à les faire tourner, à les faire fonctionner ensemble. Mon constat, et on verra dans la discussion tout à l'heure si vous êtes d'accord ou pas, mon constat, c'est que la mondialisation échoue quand elle tend vers le triomphe d'un seul vent. Et ça, c'est la différence avec la boussole, on choisit une seule direction. Je dirais plus précisément, la sécurité sans la liberté, ça conduit tout droit au totalitarisme. Mais la liberté sans sécurité peut conduire au chaos. Si vous prenez la compétition sans coopération, c'est le règne de la force. Alors ça peut être la force militaire, ça peut être la force économique, ça peut être les différentes forces politiques. Mais la coopération sans la compétition peut aboutir à un certain collectivisme, voire à un immobilisme. Alors maintenant, si vous prenez les autres vents, les vents d'entre les vents, je dirais que l'innovation sans la conservation, ça peut conduire à l'effondrement de la planète. S'il n'y a aucune limite à l'innovation, si tout ce qui est possible scientifiquement est automatiquement autorisé juridiquement, on peut aboutir à des catastrophes. Aussi bien quand on pense aux biotechnologies, on peut fabriquer des clones, on peut fabriquer des chimères, tout est possible. Alors, c'est vrai aussi quand on pense aux technologies de l'information et au croisement entre les deux d'ailleurs, avec tout le mouvement transhumaniste et ces fantasmes d'amélioration. Enhancement en anglais, ça veut d'ailleurs dire plus, c'est vraiment le surhomme, fabriquer un surhomme. Donc, pardon, l'angoisse du surhomme m'oblige à m'interrompre. Donc l'innovation seule, c'est aussi un risque fort. En revanche, la conservation sans l'innovation, ça peut être la paralysie d'une société. Arrêter tout ce qui fait aussi l'être humain, c'est la curiosité, le désir de chercher, le plaisir aussi. Il y a quelque chose de ludique dans la recherche et dans l'innovation. La créativité humaine, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est vrai enfin du dernier cas de figure qui est l'exclusion sans l'intégration. L'exclusion sans l'intégration, c'est l'enfermement ou la guerre. C'est pas loin de ce qu'on constate face au phénomène migratoire. Mais il faut voir aussi qu'une intégration excessive
détruit la diversité. Or, fort opportunément, peu après le 11 septembre 2001, l'UNESCO a adopté une déclaration qui est devenue convention en 2005, qui dit « La diversité est le patrimoine commun de l'humanité ». C'est très fort comme expression. Donc on avait la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamait un certain universalisme des valeurs, mais on a maintenant un deuxième texte qui a la même valeur juridique, qui est une convention internationale, et qui dit « La diversité est patrimoine commun de l'humanité, elle est nécessaire à l'humanité ». Donc il faut pas non plus aller vers une intégration uniformisante qui supprimerait toutes les différences, donc il faut arriver à naviguer entre les deux. Alors c'est cette remarque qui m'a conduite à penser qu'il fallait que cette rose des vents devienne une sorte de ronde des vents, c'est-à-dire qu'il fallait introduire le mouvement. Il fallait introduire le mouvement, et à partir du moment où on introduit le mouvement, comment faire pour préserver l'humanité, je dirais, à travers ces contradictions, au-delà de ces contradictions, mais sans les refuser, mais en les dépassant en quelque sorte. Et là, je me suis posé la question, comme je suis juriste, si j'étais anthropologue, j'aurais sans doute fait d'autres propositions, comme économiste aussi. Alors comme juriste, je me suis dit, mais au fond, on a des principes qui peuvent aider à concilier les contraires apparents, à se servir au fond de l'énergie donnée par la contradiction pour créer un mouvement. Alors ces principes, j'en ai proposé 4, je ne sais pas s'ils sont écrits assez gros pour que vous puissiez les lire, ils sont en travers. C'est pour relier le principe, pour relier la liberté et la sécurité, poser cette limite commune aux deux, qui est le principe de la dignité humaine, l'égale dignité humaine. C'est une limite à la mise en place de pratiques sécuritaires. On peut certes, au nom de la sécurité, faire certaines restrictions aux droits de l'homme, mais il y a une limite à ne pas dépasser. On doit respecter la dignité humaine. C'est d'ailleurs ce qui amène la Cour européenne des droits de l'homme à rappeler systématiquement que la torture et que les traitements inhumains et dégradants sont interdits, même en cas de guerre, même en cas de menace pour la survie de la nation, même en cas de terrorisme. Différence avec le droit des États-Unis qui n'a pas le même butoir et qui, par conséquent, n'a pas le moyen juridique de concilier la sécurité et les libertés. Alors ce principe d'égale dignité, c'est donc une sorte de limite commune qui est posée et qui permet d'essayer de concilier, d'admettre certaines restrictions aux libertés, mais pas au point de violer le principe d'égale dignité. Alors ensuite, pour le couple, si on peut dire, compétition et coopération, je pense que c'est le principe de solidarité qui permet de relier l'un et l'autre. La compétition seule ne fonctionne pas, mais le principe de solidarité permet d'introduire une façon de concilier la compétition avec la coopération. Et ce principe de solidarité, il est inscrit dans certains textes. Il est inscrit dans la Constitution de l'Organisation internationale du travail, dont on oublie souvent qu'elle est la plus ancienne organisation internationale, créée en 1919. À l'époque, on avait même imaginé qu'il y aurait un tribunal pour appliquer les règles internationales du travail. On en est loin à l'heure actuelle. Il y a un quasi-tribunal à l'OMC pour le commerce, mais pas à l'OIT. En tout cas, l'OIT est construite sur l'idée de solidarité. Et les textes, ce qu'a très bien commenté Alain Suppiot dans son livre sur l'esprit de Philadelphie. Philadelphie, c'est le moment où on a repris la constitution de l'OIT à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et le premier article, c'est « Le travail humain n'est pas une marchandise ». C'est pas mal de le rappeler par les temps qui courent. Donc le principe de solidarité, il est inscrit aussi dans les textes de l'Union européenne. Mais il semble qu'on l'ait un peu oublié quand on regarde la manière dont on a traité les crises financières ou surtout, à l'heure actuelle, les migrations. Parce que ce principe de solidarité dans le droit de l'Union européenne, il est non seulement une solidarité entre pays européens, mais il est aussi affirmé dans la solidarité de l'Europe avec les pays tiers.
tout le problème des migrations devrait être reconstruit, repensé autour de la solidarité, et Dieu sait que nous en sommes loin. Pour concilier l'innovation et la conservation, je pense que nous avons le fameux principe mal aimé, mais je dirais mal aimé parce qu'il est mal nommé, qu'on appelle le principe de précaution. En fait, le principe de précaution, c'est plutôt un principe d'anticipation. Et il permet justement d'établir une sorte d'équilibre entre ce qu'il faut d'innovation et ce qu'il faut de conservation. Le principe de précaution bien employé permet d'éviter l'interdiction pure et dure et d'introduire plutôt une sorte de logique de gradation. On peut permettre un certain degré d'innovation de manière à ce que ce soit conciliable, compatible avec un certain degré de conservation. Donc le principe de précaution-anticipation me semble une bonne manière d'équilibrer innovation et conservation. Et puis, pour le dernier couple exclusion-intégration, j'ai déjà un peu donné la réponse en évoquant la Convention de l'UNESCO, la déclaration, puis la Convention sur la diversité des cultures et des religions. C'est un principe que j'aime bien appeler le pluralisme ordonné. C'est-à-dire qu'il y a un pluralisme, mais ce n'est pas un pluralisme de juxtaposition. Il ne faut pas seulement juxtaposer les différences, parce qu'à ce moment-là, ça peut être la fermeture, le conflit, voire l'hostilité, mais il faut rendre compatibles ces différences, les ouvrir les unes par rapport aux autres, les unes aux autres, par le dialogue notamment, mais pas seulement par le dialogue, par la recherche des équivalences, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble en fait à la traduction dans le domaine linguistique. Et peut-être même, on peut imaginer la créolisation, c'est un terme que Édouard Glissant, qui a beaucoup réfléchi, vous savez, le poète français qui est mort il y a quelques années, qui avait beaucoup réfléchi sur la mondialisation. Il parlait de la mondialité plutôt que la mondialisation, et il parlait de la créolisation. C'est une forme de pluralisme ordonné. Donc, avec ces 4 principes, on aurait peut-être, avec la rose des vents d'une part, avec la ronde des vents autour des 4 principes régulateurs, je me dis qu'on aurait peut-être des instruments pour sortir du poteau noir. Oui, mais qui va s'en servir ? Alors, c'est la question des nouveaux acteurs. Et quand j'ai été amenée à réfléchir sur ces nouveaux acteurs, j'avais très présente à l'esprit un petit texte d'Édouard Glissant que je viens de citer. C'est dans La Cohue du Lamentin, ce livre que je cite beaucoup parce que c'est là qu'il réfléchit sur ce que pourrait être une mondialité conviviale au lieu d'une mondialisation agressive. Et il a un petit texte qui s'appelle « Au Congrès des vents ». Alors, je vous en lis un passage très court, parce que c'est ce qui m'a inspiré dans ma propre imagination. Il écrivait ceci: « Les vents de l'univers s'étaient réunis, les typhons et les alizés, on retrouve les alizés, les tramontanes, les simounes et les siroccos allumeurs de feu. Tous ces vents étaient là, et ils ne remarquaient pas un petit souffle de campagne, tout innommé, qui apprenait le monde en écoutant ses frères immenses, puis il s'élance à son tour au bout de la nuit, et c'est la fin du poème. Et ce petit souffle innommé qui venait de sa campagne, pour moi, il est essentiel face à la mondialisation. Alors j'ai imaginé ce que j'ai appelé le Congrès des vents à ma manière, c'est-à-dire la rencontre des grands acteurs de la mondialisation. Et ce petit souffle innommé, il joue un rôle important parce que, au fond, je dirais que c'est le souffle vital qui anime chaque être. C'est peut-être celui qui nous donne la force de s'indigner. Je pense toujours à Stéphane Hessel, avec lequel j'avais beaucoup travaillé, lui et Rocard, pour essayer de faire avancer cette terrible mondialisation dans un sens pacificateur. La force de s'indigner, mais la force de s'indigner, ça ne suffit pas. Il faut l'audace de se révolter et il faut la volonté de prendre en charge une partie de la gouvernance du monde. Donc, ce petit souffle innommé, pour moi, c'est l'image du fait que le plus faible est quelquefois celui qui met en mouvement. Peut-être pas le plus efficace à l'arrivée, mais au moins au départ, celui qui ébranle et qui met en mouvement. Alors, ça m'a inspiré une sorte de rencontre imaginaire pour décrire ce que je vois comme étant les grands acteurs
de la mondialisation, c'est-à-dire ceux qui pilotent, qui pourraient piloter, qui devraient piloter la mondialisation. Alors mon récit, puisque j'ai fait à la fin du livre ce que j'ai appelé un apologue, une sorte de récit, ça commence par la dispute, la grande dispute. Parce qu'on a organisé un congrès, ou plutôt on a réuni un congrès pour essayer d'organiser la gouvernance du monde. On n'en est pas là, mais après tout, peut-être qu'un jour, on organisera effectivement, on réunira un congrès pour organiser la gouvernance du monde. Et à une petite échelle, je dirais que la COP21, la conférence des États parties, la 21e conférence des États parties sur le dérèglement climatique, s'est réunie à Paris en décembre dernier, il y a juste un an. C'était un peu un congrès comme ça des grands acteurs. C'était un peu la rencontre des grands acteurs. C'était un moment d'autant plus sensible que la France venait de déclarer l'état d'urgence et malgré tout, le congrès s'était tenu. Alors à partir de là, ça m'a encouragée à me dire, après tout, peut-être qu'on pourrait réunir les acteurs en congrès pour organiser la gouvernance du monde. Alors qui se présente ? Dans mon petit apologue, les grands acteurs se disputent à peine arrivés, parce qu'ils veulent tous être les maîtres des vents. Alors il y a les grands États. Les États sont tous là, mais il y a surtout les grandes puissances impériales, c'est-à-dire la Chine, la Russie, les États-Unis. Ils veulent être les maîtres des vents et au mieux, ils acceptent de se répartir entre eux le pouvoir, mais en écartant le reste du monde. Mais il y a d'autres acteurs qui sont tout à fait prêts à les détrôner ou qui essayent de les détrôner. Ce sont d'abord les organisations internationales. Alors vous avez le Conseil de sécurité, vous avez le secrétaire général des Nations Unies. Ils invoquent leur légitimité. Leurs pouvoirs sont inscrits dans la charte de l'ONU. Et puis, on a déjà les concurrents. C'est celui qu'un de mes collègues économistes du Collège de France, Roger Guenry, aime bien appeler le dictateur économique bienveillant. Il me dit toujours, si j'étais un dictateur économique bienveillant, voilà ce que je ferais pour lutter contre le changement climatique ou autres problèmes. Donc on en voit arriver au Congrès le dictateur économique bienveillant qui descend des montagnes de Davos avec son compagnon, qu'on peut appeler l'argent roi, et eux, c'est au nom de l'efficacité qu'ils disputent la place. Mais il y a d'autres acteurs qui arrivent aussi et qui, eux, font les critiques de ces grands personnages. Alors, il y a les envoyés du ciel, avec le pape et son encyclique, qui viennent opposer les valeurs spirituelles à la fonction magique, c'est une très jolie formule du pape François, la fonction magique des marchés. C'est magique parce que, grâce au profit de quelques-uns, on assure le bonheur du monde. Donc il y a les envoyés du ciel, mais attention, il y a aussi les gardiens de la terre. Les gardiens de la terre qui viennent, alors toute une série d'organisations non gouvernementales, qui eux s'attachent à défendre les droits des sans-droits. Les sans-droits étant les humains sans droits, mais aussi les générations futures et aussi les vivants non humains qui sont défendus par les gardiens de la terre. Quand ils arrivent sur les lieux du congrès, tous ces grands acteurs découvrent qu'il y a un groupe qui est déjà arrivé avant eux et qui a peut-être même commencé à gouverner le monde. Alors, vous voyez qui ça peut être ? Moi, je vois là le groupe des grands savants. Les grands savants sont réputés distraits, mais ils sont déjà doués d'ubiquité. Ils circulent d'un bout à l'autre de la planète en permanence, ils communiquent ensemble. Moi, j'ai un beau-fils qui est astrophysicien, ils sont une dizaine dans son groupe à tourner autour de la planète en échangeant des propos peu compréhensibles pour le commun des mortels. Ils sont déjà organisés à l'échelle mondiale depuis longtemps. Et moi, j'imagine qu'ils ont devancé les autres et qu'ils ont commencé en silence à gouverner le monde comme ministres des nombres et des algorithmes, puisque maintenant on est de plus en plus gouverné par les algorithmes, et comme princes des harmonies terrestres et célestes, puisque ça va jusqu'à l'astrophysique. Alors, comment se passe ce congrès ? Chacun a vocation, dit-il, à devenir le gardien de l'ordre et de la sûreté de la planète. Et pourtant, au moment où on procède à une élection, personne n'est élu. Alors, c'est la catastrophe, les médias diffusent la nouvelle, le congrès va se terminer, l'humanité va continuer à croître et à se multiplier sans gouvernance et même sans gouvernail.
Alors, le petit souffle innommé, qui est toujours là, qui s'inquiète, il craint que toutes les forces nées de la mondialisation se déchaînent les unes contre les autres, et il prend la parole. Et j'ai essayé d'imaginer ce que pouvait dire le petit souffle innommé. Il dit des choses de bon sens, me semble-t-il. Il commence par dire que le monde n'a pas besoin d'un maître des vents. Car celui qui recevrait cette charge, vous savez, c'est comme dans l'Odyssée, quand Ulysse reçoit du dieu Éole la garde de l'outre des vents, ça se passe mal. Il risque soit de perdre tout contrôle et de déclencher des tempêtes, soit de devenir un tyran et paralyser le monde. Alors, le petit souffle innommé qui avait assisté, lui, à toutes les conférences sur le climat, c'était un ardent défenseur du climat depuis 1992, il avait assisté à toutes les conférences, il commençait à se sentir citoyen du monde. Il venait de sa campagne, mais il commençait à se sentir citoyen du monde. Et il raconte aux grands acteurs ce qui s'était passé à la COP21 à Paris. Il raconte comment les différentes composantes de la société avaient fait alliance. La société civile avait fait alliance avec les scientifiques et avait réussi à rallier les entreprises transnationales. Et finalement, tout ce monde-là avait fait bouger les États, à tel point qu'à la fin de la COP21, vous vous en souvenez, l'accord de Paris était adopté à l'unanimité par consensus. Il ne veut pas dire qu'on a sauvé le climat, mais ce qui veut dire qu'il y a un processus nouveau, une méthode nouvelle qui a commencé à se mettre en place. Et au fond, l'idée, c'est que peut-être cette méthode qui est en train de se mettre en place à propos du climat, avec tous les ratés que l'on connaît et avec tous les risques aussi qu'on devine, si les États-Unis maintiennent leur désir de sortir de l'accord de Paris, est-ce que du coup la Chine va se faire une sorte de gloire d'être la puissance qui va sauver le climat? J'en sais rien, c'est imprévisible, mais en tout cas ce qui est intéressant, c'est que ce qui s'est mis en place, c'est déjà une méthode qu'on peut observer et imaginer de transposer. Alors, ce petit apologue résumé ainsi de façon très simple, m'amène à un dernier point que je voudrais évoquer devant vous, c'est la recherche des méthodes. Les méthodes pour responsabiliser les pilotes de la mondialisation. À première vue, c'est très simple. Quand on a un pouvoir qu'on exerce à l'échelle mondiale et qui a des effets à l'échelle mondiale, il serait normal de devoir répondre de ces effets quand ils sont négatifs. Principe de responsabilité élémentaire. Le seul problème, c'est que pour arriver à convaincre les acteurs les plus puissants de répondre, oui, mais répondre devant qui? Pas devant eux-mêmes, mais devant un représentant de l'humanité, devant une juridiction internationale, devant une organisation internationale, c'est sans doute la chose la plus difficile au monde. Alors, cela étant, la gouvernance climatique, on peut l'appeler comme ça, me semble-t-il, montre des possibilités et je dirais qu'elle montre deux choses plus précisément. Là, j'essaierai d'entrer tout petit peu plus dans la technique. En fait, la méthode que j'appellerais méthode de gouvernance climat, elle s'est développée elle-même en deux temps. Dans un premier temps, ce qui est très important, c'est qu'on a reconnu les interdépendances entre les humains, entre eux et entre les humains et le vivant non humain, les humains et la nature. Il y a un texte qui est passé assez inaperçu à l'époque, c'était au sommet de la Terre de Rio, premier sommet de la Terre, pas Rio plus 20, mais Rio 0, c'était en 1992. Il y a un texte qui a été adopté qui dit « La Terre, foyer de l'humanité, forme un tout marqué par l'interdépendance ». C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'idéologie de l'indépendance, mais on reconnaît l'interdépendance. Alors là, c'est à propos de la Terre et du climat, mais on pourrait élargir, on devrait élargir, parce que les interdépendances, elles sont visibles pratiquement dans tous les domaines de la globalisation, que ce soit les migrations, que ce soit les crises financières, que ce soit le terrorisme global. Les interdépendances sont tellement fortes que les solutions à l'échelle purement nationale sont
très vite dépassé. Donc le point de départ, ce serait une sorte de déclaration d'interdépendance reprise de la formule de Rio, mais appliquée à l'ensemble des problèmes planétaires. L'idée, c'est qu'au lieu de subir les interdépendances comme une sorte de fatalité, eh bien, on les construit, on les transforme pour en faire un destin commun. Au lieu de mener le combat contre l'internationalisation, au contraire, on organise l'internationalisation comme une sorte de destin commun. Alors, il ne s'agit pas d'aller vers un État mondial, d'aller vers la construction d'un État mondial qui risquerait d'être despotique. Vous savez que déjà Kant, quand il imaginait la paix perpétuelle entre les nations, disait surtout pas une république mondiale qui risquerait de venir, qui aboutirait au despotisme le plus effroyable. Je crois que ça reste la crainte. Un État mondial, c'est dangereux. Substituer l'universalisme au souverainisme, c'est sans doute dangereux. Et heureusement, d'ailleurs, c'est sans doute improbable, car là, aucune des grandes puissances n'accepterait, alors à la limite un trio, mais je n'y crois pas beaucoup. En revanche, l'idée de reconnaître nos interdépendances devrait nous amener à poser un principe de solidarité planétaire, un principe de solidarité à l'échelle planétaire. C'est là qu'on retrouve la ronde des vents, car s'il y avait un pôle magnétique quelque part dans cette ronde des vents, ce serait ni au nord, ni au sud, ni à l'est, ni à l'ouest, mais ce serait au centre. Et au centre, on pourrait mettre à la fois l'homme et l'humanité, l'égale dignité des hommes, de tous les êtres humains, et la solidarité planétaire. Si on admet ce principe de solidarité planétaire, tout ça peut paraître un peu creux. Ce sont des belles phrases, des belles formules, des beaux principes, mais comment on le réalise concrètement? Et là, la COP21 est intéressante parce que qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On a défini des objectifs communs. Et ça, je crois que c'est une des clés pour tous les problèmes liés à la gouvernance mondiale. C'est pour mettre en musique, en quelque sorte, le principe de solidarité, il faut qu'il y ait des principes communs. Les principes communs, dans l'accord de Paris, ils sont très précis. C'est le principe, alors, ils sont quantitatifs et qualitatifs. Il y a quantitativement le dépassement, le fait d'interdire de dépasser le réchauffement, contenir le réchauffement de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 centigrades par rapport au niveau pré-industriel et poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation à 1,5 degré. C'est très précis, l'objectif sur lequel les États se sont mis d'accord. Et puis il y a des objectifs qualitatifs qui sont également définis par l'accord de Paris, renforcer les capacités d'adaptation aux effets néfastes et promouvoir la résilience. Et puis finalement, rendre les flux financiers compatibles avec un développement à faible émission de gaz à effet de serre. Ça paraît technique, mais justement, il faut que ce soit technique. À ce niveau-là, il faut que ce soit suffisamment précis pour que solidarité ne soit pas un beau mot creux, mais soit une réalité. Donc, définir des objectifs communs, c'est le premier pas pour donner corps au principe de solidarité. Mais évidemment, il ne suffit pas d'être d'accord sur les objectifs, il reste à les rendre opposables. Alors, opposables aux acteurs les plus puissants, c'est la difficulté, et justiciables devant une autorité compétente. Alors, une autorité qui peut être le juge national, qui peut être un juge international, qui peut être un comité d'experts, il y a toutes sortes de possibilités. Alors, cela étant, ça, c'est la première dimension de la gouvernance climat. C'est au fond cet enchaînement, interdépendance, solidarité, objectifs communs. Mais comment les mettre en œuvre maintenant, ces objectifs communs? C'est un peu là où on en est dans l'histoire du climat, et on en est très loin dans les autres domaines. Comment mettre en œuvre? En fait, il faudrait une sorte d'article 1382 à échelle mondiale. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par qui le fait s'est produit à le réparer. C'est ça qu'il faudrait à l'échelle mondiale. Alors, on n'a pas de 1382 à l'échelle mondiale, mais on a des embryons. Pour les États d'un côté,
mais pour les autres acteurs puissants que sont les entreprises transnationales de l'autre. Pour les États, on a dans le dispositif du droit international en matière de climat un principe qui est souvent pas très bien compris, parce qu'il n'est peut-être pas bien expliqué non plus, qui est le principe des responsabilités communes mais différenciées. Responsabilités communes mais différenciées. C'est-à-dire il y a quelque chose en commun, précisément ce sont les objectifs sur lesquels on s'est mis d'accord, mais dans la mise en œuvre de ces objectifs, on admet des différenciations, c'est-à-dire qu'on admet de tenir compte du contexte national. Il ne s'agit pas d'appliquer de manière uniforme les mêmes objectifs à la même vitesse à tous les États du monde. Et ça, c'est très important. C'est très réaliste. On ne peut pas imaginer une gouvernance mondiale uniforme. C'est très injuste d'imposer à des pays qui n'ont jamais connu le développement et la croissance, de limiter leur croissance pour défendre la planète face à des pays qui ont pollué pendant des siècles. Alors, concrètement, cette notion de responsabilité commune mais différenciée, elle est exactement ce dont on a besoin, c'est-à-dire quelque chose en commun, mais un contexte qu'on peut réintroduire, le contexte historique, la dette écologique par exemple, de certains pays par rapport à d'autres. On peut introduire le contexte géographique, la vulnérabilité plus grande de certains pays par rapport à d'autres, le contexte économique, car c'est bien de protéger les générations futures, mais il ne faut pas non plus demander aux générations présentes un sacrifice économique trop disproportionné. On peut tenir compte du contexte culturel également, et on peut donc admettre des différenciations à condition, au fond, que les critères de différenciation soient communs, qu'on soit d'accord sur la liste des critères de différenciation. C'est un peu le travail qui est en cours à l'heure actuelle. Et là, c'est vrai qu'on a beaucoup progressé entre le protocole de Kyoto en 1997 et l'accord de Paris en 2015. À Kyoto, la différenciation, elle était réduite à une division binaire. Il y avait les pays industrialisés qui s'engageaient tout de suite et les autres qui ne s'engageaient pas. Ça ne réglait pas vraiment les problèmes, notamment pour les pays émergents. Donc avec l'accord de Paris, la distinction n'est pas à deux branches, mais à branches multiples. La différenciation est multiple. Alors ça, c'est un élément important. Mais il reste le plus difficile, c'est-à-dire comment éviter que sous prétexte de différenciation liée au contexte national, on renationalise les pratiques climatiques. Et là, on aurait besoin de ce qui est en principe le propre de la règle de droit, c'est-à-dire d'une contrainte. Il faut que la règle soit obligatoire et il faut qu'elle soit contraignante, donc sanctionnée. On n'en est pas encore tout à fait là, on en est à moitié chemin, en ce sens que la règle est contraignante, dans la mesure où les États auront, ils n'ont pas tous encore fait, mais auront ratifié ou approuvé l'accord de Paris. C'est une nuance assez subtile pour répondre au droit américain. Ils ne peuvent pas ratifier sans l'accord des deux assemblées, mais en revanche, ils peuvent approuver. Donc, approuver ou ratifier, en l'occurrence, ça engage dans les deux cas l'État. Donc, l'accord est obligatoire. Mais il n'y a pas de sanction proprement dite prévue au niveau international. On ne crée pas une Cour mondiale du climat, pas encore. En revanche, il y a des sanctions possibles. Il y a des sanctions possibles au niveau national. Et on commence à voir que certaines cours, tribunaux nationaux poursuivent des États, condamnent des États qui avaient pris des engagements qu'ils n'ont pas tenus. Donc on peut avoir déjà certaines formes de sanctions. Et il y a aussi la sanction morale, en quelque sorte, qui est liée à tout un mécanisme qui est prévu dans l'accord de Paris, qui s'appelle le mécanisme de transparence, dans lequel les États annoncent leurs engagements. Et ensuite, on fait un bilan régulièrement des engagements tenus et de ceux qui n'ont pas été tenus. Donc, le fait d'afficher qu'un État n'a pas tenu ses engagements peut être une forme de sanction symbolique. En tout cas, on a là, à travers cet exemple du changement climatique, un principe qui pourrait être parfaitement transposé juridiquement, politiquement. Ça sera sans doute beaucoup plus difficile encore, mais dans des domaines comme les migrations, on pourrait fixer des objectifs communs, avoir un peu de la même manière une contextualisation, mais selon des critères communs
des critères objectifs et communs. Même pour lutter contre le terrorisme, on aura besoin d'une organisation à l'échelle mondiale, mais ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que chacun a ses terroristes préférés. Donc on n'arrive pas à s'entendre sur une liste de ce qui serait la définition du terrorisme, parce que chaque pays a sa vision. Si on arrivait à avoir des objectifs communs, ce serait le début de la sagesse en la matière. Même chose dans le domaine financier, etc. Alors, il reste un acteur puissant pour lequel il n'y a rien sur la responsabilité dans l'accord de Paris, ce sont les entreprises transnationales. Et là, l'ébauche, peut-être je dépasse mon temps de parole, là. Il va falloir que je raccourcisse et que je conclue. L'ébauche d'un 1382 à l'intention des entreprises, c'est le principe dit de responsabilité sociale de l'entreprise, RSE. C'est la reconnaissance d'une responsabilité, mais sans obligation de rendre compte, avec simplement des mécanismes spontanés, des engagements volontaires et sans sanction. Mais ces engagements volontaires, ce qu'on appelle la soft law, ces engagements volontaires donnent parfois lieu à des mises en cause, à des contentieux devant des juridictions nationales qui peuvent en tirer des conséquences juridiques et des sanctions. Autrement dit, ce droit doux et mou, le soft law, peut devenir un droit dur à travers des pratiques. Au fond, si vous voulez, dans ces domaines, on fait un peu du bricolage. C'est-à-dire on fait du neuf avec de l'ancien, avec de vieux dispositifs nationaux, on fait entrer le droit international en donnant aux juges nationaux le pouvoir de sanctionner ces violations, et c'est particulièrement appliqué dans le domaine des pratiques des entreprises. Les acteurs, ce seraient aussi les acteurs scientifiques, parce que moi je les imaginais arriver les premiers dans mon congrès des vents, et je pense que les acteurs scientifiques, ils mériteraient en tout cas d'avoir un statut mondial, à la fois pour les protéger. Vous savez qu'à l'heure actuelle, les climatologues ont fait un appel pour... ils sont réunis d'ailleurs en congrès en ce moment à San Francisco pour demander à être protégés contre les harcèlements qu'ils subissent, paraît-il, de la part de certaines puissances, que ce soit des puissances politiques ou des puissances de l'argent. Et il y a de toute façon un problème de conflit d'intérêts qui se pose aussi. Donc on aurait besoin d'un statut mondial du scientifique et de l'expert, du scientifique devenu expert, pour éviter à la fois la chasse aux sorcières et pour éviter la chasse aux sorcières. Alors c'est le fameux débat sur les climato-sceptiques et les climato-optimistes, et puis les protéger contre les conflits d'intérêts. Et sans doute faudra-t-il un jour aussi penser à une charte de déontologie pour les ONG, les organisations non gouvernementales, car certaines sont toutes puissantes, mais ont aussi des conflits d'intérêts. Alors en somme, à l'échelle mondiale, on ne va pas pouvoir transposer purement et simplement la catégorie des trois pouvoirs de Montesquieu, le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Il faudra sans doute une recomposition plus large entre ce que j'appellerais volontiers les savoirs, les vouloirs citoyens, et les pouvoirs politiques, mais aussi pouvoirs économiques. Ce qui m'amène à conclure, car au fond, tout ce que j'ai imaginé à partir de cet exemple de ce qui se met en place lentement pour le climat, qui serait transposable dans les autres domaines, ça risque de prendre fort longtemps. Et pourtant, je me dis qu'on est arrivé, d'après les géologues, à une nouvelle ère dite de l'Anthropocène, où l'humanité devient une force tellurique, capable d'influencer l'avenir de la planète. Alors, est-ce qu'elle ne devrait pas être capable aussi d'influencer son propre avenir? Elle est capable de changer le cours de la planète et pas le cours de son propre avenir. Et ça m'amène à poser une question plus personnelle, enfin que je me pose à titre personnel, c'est pourquoi est-ce si difficile? Plus difficile peut-être d'influencer son propre cours que d'influencer le cours de la planète. Et on peut se demander si on n'a pas surévalué la place des raisonnements logiques et sous-évalué les comportements
des individus, des groupes ou des États qui échappent à la raison. C'est-à-dire, on a tendance, surtout le juriste qui est supposé raisonner en pure logique, on a tendance à sous-estimer le poids des émotions comme la colère ou la peur. Tout ce qui se passe à l'heure actuelle autour du terrorisme ou autour des migrations, ce n'est pas du domaine du rationnel, ce n'est pas du domaine du néocortex, c'est du domaine des émotions et d'une part d'irrationnel. Alors, c'est vrai pour les citoyens, c'est vrai aussi pour les dirigeants. Pour instituer un système de gouvernance rationnelle, il faudrait que les citoyens, d'abord, apprennent à résister à ces automatismes créés par l'émotion, la force de l'émotion, que ce soit la colère ou que ce soit la peur. Et il faudrait aussi que les dirigeants renoncent à instrumentaliser ces automatismes. Et alors, moi, j'étais absolument stupéfaite en lisant que Matteo Renzi, dans son appel aux citoyens pour le vote au référendum, disait « Votez avec votre ventre ». Voter avec votre ventre, ça veut dire voter avec vos émotions, voter avec votre colère, voter avec votre peur, mais surtout pas avec la raison. Ça veut dire une instrumentalisation, en fait, de ces automatismes. Et puis, il faudrait aussi que les scientifiques acceptent de reconnaître qu'il y a une part de doute dans leurs analyses et nous faire connaître ces doutes. Pas imposer une sorte de vérité scientifique dont on sait à l'avance qu'elle sera évolutive et qu'elle est incertaine aussi. Ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas compte de leur avis, mais ils doivent indiquer, d'ailleurs ils le font de plus en plus dans les protocoles du GIEC pour le changement climatique, doivent indiquer les controverses telles qu'elles sont, les incertitudes telles qu'elles sont. Pour sortir du poteau noir, en somme, il faudrait une grande métamorphose, reconnaître les interdépendances, la solidarité planétaire, les objectifs communs et responsabiliser les puissants pour qu'ils ne se croient plus les maîtres des vents. Je dirais que c'est une course de vitesse qui est engagée maintenant parce que la grande accélération, on la fait remonter en général à 1950. C'est la courbe démographique qui prend une accélération spectaculaire et c'est l'épuisement des ressources qui commence à se faire sentir. Alors, j'ai lu récemment un article sur ce que les scientifiques appellent la grande accélération et ils disent « ça a commencé en 1950 ». Allons-nous maintenant vers la grande métamorphose ou allons-nous vers le grand effondrement? C'est une question qu'ils pensent voir résolue en 2050, c'est-à-dire que la grande accélération aurait duré 100 ans. Dans 100 ans, à partir de 2050, mais ça veut beaucoup moins maintenant, on saura la réponse. Donc je vous donne, si vous voulez, rendez-vous en 2050. Ce sera plus tout jeune, certains d'entre nous, mais pourquoi pas? Merci. Alors le présentateur est toujours chargé de poser la première question, ce qui vous permet de réfléchir à celle que vous allez poser. Je voudrais partir d'un exemple, il paraît qu'il est apocryphe, qu'il n'est pas vrai, mais il a du sens. On prétend que Jean Monnet, qui est un peu le père de l'Europe, donc d'une institution tout à fait nouvelle, qui n'a pas de précédent, même si on peut remonter au Grand Congrès ou au Grand Traité même du XVIIe siècle, Jean Monnet aurait dit à la fin de sa vie, voyant un peu l'évolution de ce que devenait l'Europe, si c'était à refaire, au lieu de faire par l'économie, je l'aurais fait en commençant par la culture. Autrement dit, j'aurais saisi un autre moyen pour développer l'unité européenne que celui qui a été choisi et qui est le moyen de faire converger les économies. Alors, la question pour moi, c'est, devant la situation actuelle, par où il faut commencer? Est-ce qu'il faut commencer par une seule entrée? Non. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut passer partout où on peut passer. Et certainement, la culture est une bonne voie. Alors, à l'heure actuelle, on réfléchit d'ailleurs pour Gutla, justement, à faire une rencontre qui serait musique et droit. Dans le cadre de la période actuelle qui a été proclamée, la décennie du rapprochement des cultures.
Rapprochement, c'est pas la fusion, mais c'est pas non plus simplement le dialogue. C'est quelque chose de plus. Et alors, on a réfléchi dans la commission, tu sais, française pour la participation au programme de l'UNESCO aux moyens, aux instruments du rapprochement des cultures, en se disant finalement, il y a la perception sensorielle qui est une première entrée pour le rapprochement des cultures. La perception sensorielle, c'est tous les sens. Donc ça peut être l'audition, c'est la musique, mais ça peut être la peinture, ça peut être la saveur, la cuisine. Et une manière de connaître d'autres cultures, pas forcément pas nécessairement et même pas du tout de renoncer à sa propre culture, mais d'élargir la perception qu'on a de ce qui est, par exemple, harmonieux en musique. Est-ce que ça, c'est de la musique ou c'est pas de la musique? Est-ce que ça, c'est de la peinture ou c'est pas de la peinture? Donc, l'idée qu'on peut se rapprocher à travers les perceptions sensorielles d'abord. Et puis, à travers les représentations cognitives, alors là, ça peut être l'économie, ça peut être le droit, ça peut être la sociologie, ça peut être la philosophie. Ça joue aussi un rôle. Et nous sommes dit dans ce projet qu'on a fait pour Gutla, ça serait intéressant de croiser les deux. Pourquoi le droit et la musique? Parce que dans les deux cas, il y a une recherche d'harmonie, harmonisation, la notion d'harmonie et d'harmonisation. Ce qui est considéré comme harmonieux n'est pas forcément la même chose. Droit et musique aussi, parce que dans les deux cas, il y a un problème de marge d'interprétation. Dans le droit, c'est très important de savoir quelle est la marge que le législateur laisse aux juges ou aux décideurs. Mais en musique, il y a toute la controverse qu'il y a eu entre Boulez et Stockhausen, notamment sur la marge de liberté que le compositeur laisse à l'interprète. Et puis, il y a encore des questions comme la polyphonie qu'on trouve en musique, mais on retrouve la polychronie dans le langage juridique. En tout cas, moi, c'est un terme que j'avais employé. Donc, l'idée qu'on pourrait réfléchir sur... Au fond, ce qu'est l'Europe par rapport aux autres parties du monde, c'est un effort pour essayer de construire du commun avec des différences, sans supprimer toutes ces différences, mais en ayant en même temps quelque chose en commun. C'est ce que j'appelle le pluralisme ordonné. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que toutes les entrées sont bonnes. Et le croisement de la partie cognitive et de la partie sensorielle peut être intéressante aussi. Donc je ne sais pas si c'est une bonne réponse par rapport à la question qui était plus précise. Non, très bien. Je dis un mot pour ceux qui nous écoutent. Gutla, c'est le nom d'un château du XVIe siècle qui est dans le Forêt, donc entre Saint-Étienne et Boin, et qui a été relevé de ses ruines, parce qu'il ne restait plus que 4 murs et des arbres au milieu, par le compagnon de notre oratrice de ce soir, Paul Boucher, à qui j'adresse toutes mes amitiés, et qui aurait bien aimé être là. Voilà, qui aurait bien aimé être là, et qui, avocat, bâtonnier de Lyon, et puis plus tard conseiller d'État, va avec, je dirais, toutes les forces possibles, y compris des avocats, le dimanche, relever pendant des années, pierre par pierre. Et aujourd'hui, ce château, je vous invite à aller si vous vous promenez par là. C'est une merveille d'abord d'architecture, une merveille d'accueil, où les paysans locaux ont fait de ce centre un lieu de travail, et où se rencontrent des intellectuels pour des sessions de travail. Nous y avons beaucoup participé. Et je tiens à saluer cette expérience qui est assez unique en France. D'ailleurs, on va présenter, je crois, il y a un numéro d'une revue sur l'Observatoire des cultures qui doit présenter l'expérience de Gutla. Dans ce cas-là, c'est une utopie en fait, Gutla. Ça a été reconstruit, complètement restauré, à la fois par des intellectuels, des paysans et des ouvriers. Parce que Paul Boucher plaidait beaucoup au prud'homme et il y a je ne sais pas combien d'heures de travail bénévole d'ouvriers de grande qualité qui ont permis le redressement des murs avec pratiquement un budget quasiment nul. Bon, mais on va peut-être rester sur l'Europe. Mais vous savez, Gutla, c'est un peu la formule qu'on aime bien, d'ailleurs qu'on cite souvent à Gutla d'Édouard Glissant. Agis en ton lieu,
pense avec le monde. Et c'est un peu ça. C'est pas éloigné. Hein? C'est pas du tout éloigné de ce que... Oui. Agir en ton lieu, pense avec le monde. C'est une bonne réponse par rapport à la mondialisation, pour éviter justement le côté uniformisateur. Merci. Écoutez, je trouve très intéressant vos pôles opposés, non pas antagonistes mais contradictoires, sauf un axe et je trouve qui est l'axe intégration-exclusion. Je ne suis pas certain que les termes soient bien choisis, parce que vous avez d'ailleurs... intégration, exclusion. Exclusion, oui. Ouais. Vous avez d'ailleurs effectivement défendu l'unité des contraires en disant qu'au fond, en donnant l'exemple de la diversité. J'ai un peu de mal à voir, disons, parce qu'on voit des tas de processus d'exclusion de la diversité, d'ailleurs dans les pratiques agricoles ou autres, etc. Et je me demande si effectivement cette assimilation de l'exclusion de la diversité, puisque effectivement est la bonne, et peut-être ne serait-il pas plus peut-être pertinent. Alors, généralement, intégration, en général, le couple antagoniste, en tout cas dans le débat tel qu'il est posé, c'est plutôt intégration, communautarisme, si vous voulez. Assimilation. Ou assimilation. Non, ça, c'est sur des choses un peu super différentes. Intégration. Et la question, visiblement, ce que vous avez défendu à la fin, c'est que vous défendez, bien sûr, l'idée d'un monde commun, et donc d'un commun. Est-ce que... disons que si pour essayer de saisir l'idée que vous voulez probablement donner, est-ce que le terme d'intégration ne devrait pas être remplacé par commun ou monde commun, et est-ce que le terme d'exclusion ne devrait pas être remplacé par différence? C'est-à-dire que à ce moment-là, nous serions plutôt le commun et la différence, qui sont effectivement les deux éléments dont on voit beaucoup mieux à ce moment-là comment cette unification des contraires dialectiques pourrait se réaliser. C'est-à-dire que on voit très bien comment un monde commun peut intégrer les différences. Et à ce moment-là, par contre, on voit pas très bien comment un monde commun peut intégrer l'exclusion. Ce qui est difficile, et je pense que l'exemple de la diversité que vous avez donné me paraît pas, disons, extrêmement pertinent, visiblement, en tout cas dans la compréhension probablement que certains d'entre nous ont eu ce soir. Oui, alors en fait, à partir du moment où on introduit l'idée d'un monde commun, on n'est plus dans la logique des vents. L'esprit d'exclusion, l'esprit d'intégration, on peut dire c'est un souffle, ça donne une direction. Le monde commun, c'est autre chose, c'est un objectif, c'est un horizon, c'est pas tout à fait la même chose. Alors ça serait l'esprit de communautarisme, peut-être. Alors ce que vous voudriez dire, ce serait plutôt du genre l'esprit communautariste et l'esprit quoi? Il n'a plus de micro, donc on lui a coupé la parole. Non, si on part de l'idée de mettre quelque part l'esprit communautariste. Non, je pense qu'effectivement, dans le débat politique, on a effectivement aujourd'hui, par exemple, alors c'est bien ou mal posé, la question n'est pas là, c'est qu'on a l'opposition entre l'intégration et, disons, le communautarisme qui peut consister effectivement, dans un monde en droit, à renvoyer les gens d'une communauté, par exemple, à leur propre statut personnel. Vous savez que c'est ce que... effectivement, dans certains pays anglo-saxons, pour le mariage, on renvoie les musulmans effectivement au cadi, disons, dans le quartier, etc. Et là, c'est l'opposition, disons, typique de l'intégration. Donc déjà, ça fonctionne comme couple antagoniste. Et bon, après, je veux dire, c'est simplement que on a effectivement du mal. Et dans votre exemple, je pense que ce n'est pas très très convaincant de voir comment on peut faire fonctionner ensemble exclusion et intégration, alors qu'on voit mieux comment on peut faire fonctionner compétition, coopération, conservation, innovation, etc. Voilà, c'est simplement... Si vous prenez les migrations, c'est quand même souvent la question est posée dans ces termes-là. Ou l'intégration ou l'exclusion. Vous repartez chez vous. Ou vous intégrez ou vous repartez chez vous. Après, on peut discuter sur le sens du mot intégration. Il y a tout un débat par rapport à assimilation. Mais c'est quand même parce que là, je raisonne sur des exemples qui sont chaque fois liés à la mondialisation, c'est-à-dire pas sur des problèmes de droit interne. Mais la migration, c'est un problème global par excellence. On ne sait pas comment le résoudre, on n'arrivera certainement pas à le résoudre, même à l'échelle européenne, même s'il y avait un peu plus de bonne volonté côté de l'Europe. C'est un problème global, c'est le type de problème pour lequel on a besoin urgent d'une gouvernance mondiale.
Et au niveau mondial, on a ces deux souffles quand même contraires, qui sont l'exclusion d'un côté, l'intégration de l'autre. Et c'est ça qu'il faut arriver à concilier. Alors, en fait, c'est par là qu'il faudrait commencer logiquement. Seulement, pourquoi il semble qu'on ait commencé par le climat? Parce que c'est moins sensible finalement comme question sur le plan politique. C'est sans doute la question la moins difficile. Dieu sait qu'elle est difficile, mais c'est sans doute la moins difficile. Mais rationnellement, il aurait été tout à fait logique de commencer par le problème des migrations. C'est d'ailleurs celui que Kant avait perçu quand il parlait du principe d'hospitalité universelle. C'est quand même extraordinaire. Dans le discours sur la paix perpétuelle, il parle du principe d'hospitalité universelle. Et ce qui est très intéressant dans son raisonnement, c'est qu'il ne parle pas du tout en termes de droits de l'homme, ni même en termes de solidarité. Il n'y a rien de moral dans son discours, c'est purement pragmatique. Il dit « la Terre est ronde, comme la Terre est ronde, l'homme ne peut pas se disperser à l'infini, donc il faut bien l'accueillir quand il se présente. Et il ne faut pas l'accueillir en ennemi, parce que de toute façon, il est là, sur la surface de cette boule, on ne peut pas faire autrement. » Donc c'est vraiment un... Alors, par rapport au thème des frontières, d'ailleurs, il ne faut pas oublier que la Terre est ronde. Si la Terre était plate, ça serait sans doute complètement différent. C'est amusant de voir textuellement dans le discours de Kant. Oui, bonsoir. Moi, je suis passionné par votre ronde des vents, mais par rapport à la culture, mais je voudrais que vous demander qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux problèmes que nous avons en ce moment, par rapport aux religions. Comment on peut intégrer, parce que s'il y a bien un problème en ce moment, c'est bien le problème des croyances, on dira plus que des religions. Et le second problème, c'est que j'aimerais vous interroger aussi sur l'information, parce que je voyage un peu partout dans le monde et en Europe, et je suis choqué, si vous voulez, par cette information médiatique basée uniquement sur le territoire où on est, sans aucun... Vous parlez par exemple d'Europe, mais il n'y a pas d'information européenne actuellement au niveau des médias essentiels. Enfin, on parle que de la France, on parle que de nos petits problèmes, et ça, moi, c'est une inquiétude en voyageant, quand on va, en Asie ou aux Amériques, la France, l'Europe, ça existe tout juste. Même, il y a des gens qui ne savent même pas où est la France en ce moment. Donc, mais revenons à la France et à l'Europe. Comment faire, si vous voulez, j'interroge, moi, les médias dans votre ronde des vents pour qu'il y ait une possibilité, effectivement, d'information un peu plus objective et un peu plus pragmatique que ce que nous avons en ce moment. Parce que par rapport à votre optimisme, à tout ce que vous nous dites, vraiment, on en est très loin. Je n'ai pas compris la dernière question. Les religions et puis comment l'information pourrait te dire à la fois le mondial et le local. C'est l'enjeu actuel. Ce qui est vrai, c'est que moi je suis stupéfaite quand je vois le débat sur les élections, qui est purement national. On parle à peine de l'Europe et pas du tout de la mondialisation. Et on fait comme si les grands problèmes pouvaient être résolus à l'échelle nationale, ce qui est faux. Là, je ne sais pas quoi dire. Moi, il y a un déni de réalité. Le problème du terrorisme global, on ne peut pas le résoudre à l'échelle purement nationale. On aura beau proclamer tous les états d'urgence qu'on veut, on est en train de déconstruire complètement l'état de droit chez nous et de forger une arme qui, dans les mains d'un gouvernement non démocratique, permet pratiquement d'enfermer tout le monde par des internements administratifs de longue durée. On est en train de fabriquer cet instrument-là comme si il allait résoudre le problème. Or, non seulement c'est dangereux pour l'ordre démocratique et pour l'état de droit, mais ça ne résoudra rien, parce que le problème est mondial, il est global en tout cas. Et même chose pour les migrations, même chose pour les crises financières. À l'Académie, j'ai eu l'occasion de discuter avec des gens comme Jean-Claude Trichet ou toute la section économie et finances qui sont... l'ancien, je ne sais plus son nom, enfin peu importe, il y a un certain nombre de gens très au courant qui me disent mais finalement ce que vous décrivez dans les autres domaines du droit c'est tout à fait transposable, on aurait besoin d'une organisation mondiale de la stabilité financière ou des finances qui n'existe pas.
Donc là, il y a un écart énorme entre le monde réel et le monde dans lequel on vit, dans le discours politique et dans le discours médiatique. Alors les médias essayent peut-être un peu plus d'ouvrir au monde, mais dans le cas des élections actuellement, il y a pratiquement rien. On ne sait pas ce que les candidats pensent de la mondialisation, sauf ceux qui sont anti-mondialisation, ce qui ne veut rien dire. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix non plus. Revenir au souverainisme, c'est encore une illusion, en réalité. Je racontais à Michel tout à l'heure que j'étais en Pologne le printemps dernier. Et c'était amusant parce que j'avais annoncé comme thème, je parlerais de la souveraineté solitaire ou solidaire. C'est-à-dire une souveraineté qui continue à prétendre à l'autonomie totale, à l'indépendance totale, ou une souveraineté qui englobe dans la protection qui ajoute plutôt à la protection des intérêts nationaux, la protection des intérêts européens, voire mondiaux. Et c'était le moment où il venait d'y avoir le début d'une procédure contre la Pologne à Bruxelles, parce que la Pologne était en train de chasser tous les juges du Conseil constitutionnel et de refuser d'appliquer les décisions du Conseil constitutionnel polonais. Donc une atteinte flagrante à l'état de droit. Et la Pologne, dans les journaux, la veille de mon arrivée, disait la Commission européenne a commis un attentat contre la souveraineté de notre pays. Un attentat contre la souveraineté en parlant de la violation de l'état de droit, alors que le respect de l'état de droit fait partie dans le traité de Lisbonne des valeurs européennes auxquelles tout candidat à devenir État membre de l'Union devait souscrire. Donc il y avait eu un engagement de souscrire. Alors ça en dit long sur la situation. Et moi j'essayais d'expliquer à mes collègues polonais, enfin les collègues étaient plutôt pas hostiles, mais plutôt les responsables politiques, que retrouver la souveraineté, c'était à l'heure. En réalité, très peu d'États peuvent se dire souverains à l'heure actuelle. C'est-à-dire que retrouver la souveraineté, sortir de l'Europe, ça veut dire tomber sous la coupe d'abord du droit américain qui est omniprésent dans les domaines économiques et financiers. Les banques se font condamner régulièrement à des amendes faramineuses au nom du droit américain. Donc ça peut être tout simplement la soumission au droit américain ou la soumission à la Russie qui est pas loin de la Pologne. De toute façon, c'est l'indépendance absolue, ça n'existe pas. La souveraineté, c'est un leurre complet, c'est une illusion. Et ça va très loin, mais qu'est-ce qu'on peut faire? J'en sais rien. Informer, chaque fois qu'on peut, de la réalité. C'est-à-dire il y a plus de souveraineté totalement solitaire. Absolument solitaire, ça n'existe plus. Alors ça, avec Michel Rocard, on avait fait progresser un peu cette idée. Souveraineté solitaire, non, mais allons non pas vers la disparition des souverainetés. Les États ont encore vocation à rester là pendant longtemps sur la scène internationale, mais souveraineté solidaire. C'est-à-dire que c'est même pas l'idée d'un partage, parce que quand on partage un gâteau, on le divise. C'est l'idée d'un rajout. On augmente la souveraineté des États en ce sens qu'ils doivent prendre en charge une partie du bien commun, des intérêts communs de l'humanité. On ajoute quelque chose. Et ça, c'est l'idée de souveraineté solidaire. Mais voilà, on a essayé de faire avancer cette idée. On avait essayé de la faire adopter à l'occasion du 60e anniversaire de la Charte de l'ONU. On voulait faire adopter une déclaration d'interdépendance, un principe de solidarité planétaire et un principe de souveraineté solidaire. Ben, ça n'a pas marché. Et sur les religions, la question qui t'est posée, tu as quelque chose à dire? Sur la position de l'Europe? Non, ou la place aujourd'hui contestée ou contestable? Ben, pour moi, j'ai présidé pendant quelques années un observatoire de la diversité des cultures et des religions. La diversité me paraît quelque chose d'essentiel aussi pour ce qui concerne les religions. Ça fait partie de la... Alors, il y a les problèmes très complexes de compatibilité entre les différents courants religieux. Et là, on entre dans une casuistique difficile, quelquefois, à résoudre. Mais je crois que le principe de diversité, et d'une diversité qui
qui ne devrait pas être... Le pluralisme des cultures et des religions, c'est l'idée d'un pluralisme ordonné, et pas d'un pluralisme de juxtaposition. Je ne crois pas qu'il suffise de juxtaposer. Je crois qu'il faut arriver... c'est là qu'il faut peut-être passer par les mêmes techniques que pour la musique ou pour le droit. C'est-à-dire, au fond, il y a le dialogue, l'échange, et puis aussi arriver à comprendre les équivalences entre des pratiques apparemment très différentes. Mais je crois que l'idée d'un pluralisme qui soit au minimum un pluralisme de juxtaposition, mais ça ne me satisfait pas beaucoup, élargir notre connaissance aux autres religions comme aux autres cultures, et ensuite essayer d'échanger. Moi, je crois beaucoup, alors au-delà des cultures et des religions, je ne crois pas beaucoup à l'humanisme, je crois beaucoup au processus d'humanisation réciproque. Parce que c'est vrai pour les religions comme c'est vrai pour les cultures. Je ne crois pas qu'il y en ait une qui doive civiliser les autres, mais je crois que nous pouvons ensemble nous civiliser mutuellement, nous humaniser mutuellement. Et je pense que c'est vrai aussi pour les religions. Et ça se fait un peu par les courants mystiques, me semble-t-il. Bonsoir, merci pour ce que vous avez présenté. Je voudrais revenir sur l'aspect de la mondialisation. On a l'impression, lorsqu'on écoute le débat politique actuel en France... Parlez un peu plus. Oui, on a l'impression, lorsqu'on écoute les politiques sur la question de la mondialisation et de ses effets positifs ou négatifs, finalement que le citoyen n'a pas trop le choix entre être complètement pour ou être contre la mondialisation. Et donc l'aspect de, je dirais, d'un débat qui serait enrichi, qui ferait évoluer, je dirais, la mondialisation sur certaines modifications qui serviraient, je dirais, au bien commun. Pourquoi, selon vous, les politiques sont sur une situation qui est complètement opposée, en disant, voilà, il y a des partis, on va dire, extrêmes, qui est contre la mondialisation, et ensuite, les partis actuellement qui sont plus liés au pouvoir, qui la défendent sans que le citoyen, quelque part, ait son mot à dire. Je crois que le citoyen, il peut prendre la parole sans qu'on la lui donne. Et je crois aussi que la mondialisation, ce n'est pas une entité du tout homogène. Parce que dans la mondialisation, vous avez tout le secteur économique et financier, mais vous avez aussi ce qu'on peut appeler à ce moment-là l'universalisme des valeurs. Au point de vue juridique, vous avez à la fois le droit du commerce, le droit des investissements, le droit du climat, le droit des droits de l'homme aussi. Tout ça fait partie d'un dispositif juridique qui dépasse les frontières nationales et qui n'est pas non plus international, qui a quelque chose de trans ou de supranational. Donc la mondialisation, je ne vois pas comment on peut dire qu'on est pour ou qu'on est contre, parce que alors il faudrait au minimum mettre le pluriel les mondialisations. Ici, on peut parler des phénomènes liés à la mondialisation. Moi, je parlerais plus volontiers des processus liés à la mondialisation, parce que, comme on le rappelait tout à fait au début, on est dans une situation très changeante, très mouvante. Donc, il s'agit moins de concepts, avec ce que ça a de statique, de descriptif, que de processus. C'est pour ça que j'ai travaillé sur les vents, parce que je pense j'essaye de travailler sur ce qui fait bouger, essayer de comprendre les mouvements, pourquoi les mouvements sont désordonnés, et qu'est-ce qui permettrait de les ordonner. Donc, on ne peut pas dire qu'on est pour ou contre la mondialisation. En revanche, on peut dire qu'on souhaiterait favoriser un processus de mondialisation, par exemple, qui aille dans le sens de l'humanisation au lieu d'aller dans le sens de la déshumanisation. Mais à ce moment-là, on travaille sur le mouvement et pas sur une sorte de monstre ou au contraire de rêve utopique qui serait un idéal à atteindre, qui s'appellerait la mondialisation. En fait, c'est un processus en cours très complexe avec des vitesses qui sont différentes. La question des vitesses, elle est très importante. Si vous prenez le droit du commerce et le droit des droits de l'homme, les droits de l'homme, ça remonte à 1948 et à la Déclaration universelle. Le commerce, l'essentiel remonte à 1994 et la création de l'OMC. Et pourtant, à l'heure actuelle, le droit du commerce est plus avancé, plus intégré que le droit des droits de l'homme, parce qu'il y a quasiment quelque chose qui ressemble à un tribunal pour le commerce et pas encore pour les droits de l'homme.
Donc ils se sont fait doubler de vitesse. Les droits de l'homme sont apparus plus tôt, mais ils ont évolué plus lentement. Et ça, on ne travaille jamais là-dessus. La question des vitesses, les phénomènes de dyschronie. En Europe, le problème des droits sociaux, c'est que la jurisprudence de la Cour de justice de Luxembourg a favorisé la libre circulation des marchandises et des capitaux au détriment des droits sociaux. C'est-à-dire elle a créé un écart de vitesse entre l'intégration normative du droit du commerce et l'intégration normative des droits sociaux. Du coup, les droits sociaux restent en grande partie du domaine des États, alors que le reste est intégré. Alors ça crée des dysfonctionnements. Donc c'est tous ces mécanismes, ces dynamiques en cours qu'il faudrait arriver à rendre plus visibles, à mettre au jour. Et c'est ça qui est difficile, parce que c'est tout le non-dit. Le discours, il est assez répétitif. Pour ou contre la mondialisation, on nous répète toujours un peu les mêmes choses, alors qu'en réalité, il faudrait travailler sur ce qui est en amont et ce qui produit ces mouvements incohérents. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on en parlait tout à l'heure avec Michel, on a l'impression qu'on entre dans une phase qui est plutôt le grand désordre que quelque chose qui pourrait s'appeler un ordre, soit européen ou mondial. Mais bon, tout ça étant très instable, il faut travailler pour la sortie du désordre. Bonsoir, merci pour cette conférence très éclairante. Depuis le début, on est intrigué par le mot qu'on n'arrive pas à lire au centre de votre ronde des vents, qui est masqué par la flèche du pointeur de la souris. Alors, je l'ai dit un peu vite tout à l'heure. En fait, quand j'ai fait le dessin, je me suis dit, mais où est la polarité, où est le pôle Nord? Et comme le pôle Nord, je le voyais nulle part, je l'ai mis au milieu. Mais alors le pôle Nord, alors le point central, donc qui serait le point magnétique, si vous voulez, il serait au milieu. Mais au milieu, on met quoi? Alors, il faut mettre un des principes régulateurs, mais est-ce qu'il faut en mettre un seul? Dans un premier temps, ma réaction un peu spontanée, c'était de dire, on va mettre le principe d'égale dignité de tous les êtres humains. ED. Et ça, c'est une vision de l'humanisme assez classique, finalement, qui met l'homme au centre. Mais d'une certaine manière, à l'heure actuelle, on conteste cette vision classique. Est-ce que l'homme est vraiment au centre? Est-ce que ce n'est pas la même erreur que la Terre au centre de l'univers et le Soleil tourne autour? Donc, dans une vision d'un humanisme qui ne serait pas un humanisme de domination par l'homme, mais un humanisme d'interdépendance, là aussi j'emploie le mot, entre l'homme et la nature, où l'homme est son environnement non humain, le vivant non humain, à ce moment-là, le principe, le pôle magnétique, ce serait la solidarité planétaire. Donc ce qui est écrit en milieu, c'est ED égale dignité et SP solidarité planétaire. Et comme on est dans une période un peu entre deux, où l'homme continue à se considérer comme le centre, mais où il est déjà plus tout à fait le centre, j'ai mis les deux. C'est-à-dire il y a deux pôles magnétiques, et on pourrait imaginer, si on va encore plus loin, qu'il y ait aussi une solidarité cosmique. Mais ça, je ne l'ai pas mise sur le dessin, qui nous amènerait à des problèmes métaphysiques fort intéressants. Merci beaucoup Mireille. Rendez-vous pour cette solidarité cosmique la prochaine fois.